Vous n'avez pas commencé votre vie en doutant de vous-même. Cette peur s'est construite peu à peu, dans des moments où les choses se sont mal passées et que votre esprit a gardé comme un signal d'alerte. Dans des situations qui vous ont fait sentir que faire une erreur coûtait beaucoup trop cher. Dans des expériences qui sont passées, mais qui ont continué à influencer la manière dont vous avez commencé à agir. Et sans vous en rendre compte, vous avez commencé à vous bloquer plus que nécessaire. Vous vous êtes mis à réfléchir davantage avant de parler, à vérifier davantage avant de décider, à attendre davantage avant d'essayer. Petit à petit, ce qui n'était qu'une forme de prudence a commencé à devenir un frein. Et plus vous attendez que la peur disparaisse pour agir, plus votre esprit apprend qu'elle doit d'abord disparaître. Mais elle ne disparaît jamais comme ça. Les stoïciens comprenaient quelque chose de puissant. Le courage n'apparaît pas avant le mouvement. Il grandit pendant le mouvement. Pensez-y un instant. Combien de décisions ont été laissées de côté parce que vous avez attendu de vous sentir prêt? La peur ne disparaît pas d'abord pour que vous puissiez agir. Elle perd de sa force quand elle cesse de diriger vos choix. Parce qu'à chaque fois que vous reculez, vous apprenez à votre esprit que cette chose était dangereuse. Mais chaque fois que vous avancez malgré l'inconfort, vous commencez à lui montrer que vous êtes capable. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre ici. Aujourd'hui, vous allez découvrir 9 clés psychologiques pour arrêter d'alimenter le doute, reprendre le contrôle de vos décisions et recommencer à avancer avec plus de confiance. Clé 1. Le futur que la peur te montre n'existe pas. Tu t'es déjà arrêté pour remarquer que la plus grande partie de ce que tu crains n'est jamais arrivé et qu'une grande partie de ce qui est arrivé n'était même pas aussi grave que ce que ton esprit avait imaginé avant. La peur a une caractéristique que peu de gens voient. Elle ne vit pas dans le présent, elle vit dans une projection, dans une scène que tu as inventée, dans un futur qui n'existe pas encore, dans un scénario que ton esprit a créé et qu'il a commencé à traiter comme une vérité. Et alors tu souffres pour un licenciement qui n'est pas arrivé, pour un rejet qui n'a pas eu lieu, pour un jugement que personne n'a porté. Tu pleures avant la douleur, tu trembles avant la chute, tu abandonnes avant même d'avoir eu une chance. Sénèque, il y a plus de 2000 ans, avait déjà compris cela. Il a écrit l'une des phrases les plus lucides sur l'esprit humain. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Pense à ça. La plus grande partie de ta souffrance ne vient pas de ce qui est en train d'arriver. Elle vient de ce que tu crois pouvoir arriver. Et la peur se nourrit exactement de cela, de l'incertitude, de l'obscurité, du « et si ». Et si j'échoue? Et s'il me rejette? Et si je perds tout? Et si personne ne m'aime? Mais remarque une chose, la peur ne te montre jamais le « et si ça marche ». La peur est sélective, elle ne te présente que la pire version de l'histoire. Et pendant que tu crois à cette version, tu vis comme si elle était déjà réelle. C'est pour cela que tant de gens vivent épuisés sans avoir rien fait. Fatigués de batailles qui n'ont existé que dans leur tête. Malades à cause de scénarios qui ne sont jamais sortis du plan de l'imagination. Marc Aurèle a écrit « Les choses elles-mêmes ne te troublent pas. Ce qui te trouble, ce sont les jugements que tu portes sur elles. » Autrement dit, ce n'est pas le futur qui te blesse, c'est l'histoire que tu racontes sur le futur. Mais si la peur est une projection, alors elle est aussi un choix. Tu peux continuer à projeter des catastrophes, ou tu peux commencer à remettre chacune d'elles en question. La prochaine fois que tu ressens de la peur, arrête-toi et demande-toi avec honnêteté, ce que je crains, est-il en train d'arriver maintenant, ou suis-je en train de souffrir pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais? La plupart du temps, tu vas découvrir que tu es en train de perdre le présent en échange d'un futur imaginaire. Tu abandonnes la vraie vie pour essayer de te protéger d'une vie qui n'existe que dans ton esprit. Et le pire, pendant que tu dépenses ton énergie à essayer de te défendre contre ce qui n'est pas venu, tu arrêtes de vivre ce qui est là, la présence d'aujourd'hui, l'opportunité de maintenant, le courage qui était disponible mais que tu n'as pas utilisé parce que tu étais occupé à craindre demain. Les stoïciens ne disaient pas d'ignorer la peur, ils disaient de l'examiner. La regarder en face avec lucidité et demander « Est-ce réel ou est-ce seulement une ombre que mon esprit a projetée sur le mur ?» Parce qu'une ombre n'est pas un monstre, une ombre ressemble à un monstre, mais elle disparaît quand tu allumes la lumière. Et la lumière dans le stoïcisme, c'est la raison. C'est la clarté qui sépare le fait du fantasme, le présent de la projection, le réel de l'imaginé. L'exercice d'aujourd'hui est direct.
Prends une peur précise qui te paralyse et place 3 questions devant elle. Est-ce déjà arrivé? Quelle est la probabilité réelle que cela arrive? Même si cela arrivait, est-ce que je survivrai? Tu vas remarquer que la plupart de tes peurs ne résistent pas à ces questions. Elles vivent de l'obscurité, de la précipitation, de la réaction automatique. Mais quand tu les soumets à la lumière de la raison, elles rétrécissent. Et ce qui ressemblait à un géant redevient ce que cela a toujours été, une ombre gonflée par ton imagination. Retiens ceci. Chaque fois que tu défies une projection, tu récupères un morceau de ta vie que la peur avait pris en otage. Et cette vie retrouvée est la seule qui mérite vraiment d'être vécue. Avant la stratégie 2, abonne-toi à la chaîne. Sur Courage Stoïque, nous transformons les enseignements qui ont façonné des empereurs, des soldats et des philosophes en quelque chose que vous pouvez appliquer aujourd'hui, maintenant, dans votre vie. Clé 2. Le courage, c'est faire face à la vie. Il existe une idée romantique et trompeuse du courage. On grandit en croyant que les personnes courageuses sont celles qui n'ont pas peur, qu'elles affrontent tout sans reculer, sans trembler, sans hésiter, sans le moindre doute. Mais c'est faux, et ce mensonge pousse beaucoup de gens à abandonner eux-mêmes. Parce que quand tu crois que le courage est l'absence de peur, le moindre tremblement devient un signe de faiblesse. La moindre hésitation devient la preuve que tu n'es pas fait pour ça. Et alors tu attends que la peur passe pour agir. Tu attends de te sentir prêt pour commencer. Tu attends une confiance qui ne vient jamais. Mais les personnes courageuses ressentent aussi la peur. La différence, c'est qu'elles agissent malgré elles. Sénèque a écrit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Pense à n'importe quelle personne que tu admires, n'importe laquelle qui a changé sa vie, qui est repartie de zéro. Tu crois vraiment qu'elle n'avait pas peur? Qu'elle a quitté son travail sans hésiter? Qu'elle a déclaré ses sentiments sans avoir le cœur qui battait fort? Elle a ressenti tout cela et elle a agi quand même. Le courage, dans le stoïcisme, n'a jamais été compris comme une absence de sensibilité. Sénèque disait que la vertu se prouve précisément dans les moments où elle est la plus difficile à maintenir. Le courage dans les jours faciles, ce n'est pas du courage, c'est du confort. La peur ne disparaît qu'après l'action, jamais avant. Tu ne vas pas te sentir prêt pour commencer. Tu vas commencer avec peur. Puis tu vas découvrir que tu étais capable. Tu ne vas pas parler sans trembler. Tu vas trembler et parler quand même. Puis tu vas remarquer que ta voix était plus solide que tu ne le pensais. Tu ne vas pas aimer sans t'exposer. Tu vas t'exposer avec peur. Puis tu vas comprendre que la vulnérabilité ne t'a pas diminué. Elle t'a rendu entier. Attendre que la peur passe pour agir, c'est vivre en mode attente, prisonnier d'une préparation qui ne se termine jamais. Marc Aurèle disait « Là où il est possible de vivre, il est aussi possible de bien vivre. » Autrement dit, il n'existe pas de scénario parfait. Il n'existe pas de moment idéal. Il y a maintenant avec tout ce qu'il apporte, y compris la peur. Le courage n'est pas un trait de personnalité que certaines personnes ont et d'autres non. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe avec la pratique. La première fois que tu agis malgré la peur, cela semble insupportable. La deuxième fois, cela fait encore mal. La troisième fois, cela devient supportable. À la 10e, tu as déjà compris le mécanisme. La peur continue d'apparaître, mais elle ne te bloque plus. Tu la ressens, tu la reconnais et tu avances. C'est ce que les stoïciens appelaient la force intérieure. Non pas la force de celui qui ne vacille jamais, mais celle de celui qui a appris à continuer à marcher. L'exercice d'aujourd'hui est simple. Identifie une chose que tu repousses à cause de la peur. Pas besoin que ce soit la plus grande. Choisis-en une moyenne, une qui te dérange depuis longtemps. Et fais-la aujourd'hui, même si tu penses ne pas être prêt. Parce que le prêt n'existe pas. C'est une illusion créée par la peur pour te maintenir immobile. Et chaque fois que tu agis, tu découvres que tu étais plus fort que tu ne l'imaginais. Clé 3. La peur de ce que les autres vont penser de toi. Il existe une prison qui n'a ni barreaux, ni murs, ni clés. Et malgré cela, elle garde des millions de personnes enfermées toute leur vie. La peur de ce que les autres vont penser. Tu t'es déjà arrêté pour compter combien de décisions de ta vie ont été volées par cela. Combien de vêtements tu n'as pas portés parce que on allait trouver ça étrange. Combien de rêves tu n'as pas poursuivis parce que on allait parler.
Combien de fois tu t'es tu parce qu'on risquait de te juger? Et le plus cruel, c'est que, la plupart du temps, ce « il » n'existe même pas vraiment. C'est un tribunal imaginaire qui vit dans ta tête, jugeant chacun de tes pas, chacun de tes choix, chacune de tes paroles. Un tribunal sans vrai juge, mais qui décide pour toi tous les jours. Marc Aurèle, qui était empereur de Rome et pouvait avoir tout ce qu'il voulait, a écrit « Il est étonnant de voir à quel point chacun s'aime plus lui-même que les autres, et pourtant accorde plus de valeur à l'opinion des autres qu'à la sienne propre. » Pense à cela. Tu accordes plus d'importance à ce que les autres pensent de toi qu'à ce que toi-même tu penses de toi. À présent, demande-toi avec honnêteté, qui sont ces personnes que tu crains tant? Ce « il » qui décide de tes choix, qui dicte ce que tu portes, ce que tu dis, ce que tu publies, ce dont tu rêves. Quand tu regardes cela de près, tu découvres presque toujours la même chose. Ce sont des gens qui te connaissent à peine. Des personnes distraites par leur propre vie, occupées avec leur propre peur. Des personnes qui vont te juger pendant 2 secondes et continuer leur journée, pendant que toi, tu portes ce jugement pendant des mois, parfois des années. Épictète disait « Si tu veux progresser, accepte de passer pour stupide ou ridicule aux yeux des autres. » Ce n'est pas une invitation à être négligent. C'est un appel à arrêter de vivre pour le public. Ris autant de fois que tu le veux, parle avec enthousiasme, danse, réjouis-toi de ce qui te remplit de vie. Prends soin avec affection de ceux que tu aimes. Porte les vêtements qui te font te sentir toi-même. Pose la question que personne n'a eu le courage de poser. Prends la décision qui a du sens pour ta vie, même si personne ne comprend. Ne renonce pas à vivre par peur de ce que les autres vont penser. Parce que pendant que tu attends une approbation qui ne viendra peut-être jamais, la vie avance. Et ça, oui, c'est une perte qui ne revient pas. Clé 4. Affronte le pire scénario. Tu es plus grand que lui. Cette leçon est contre-intuitive parce que la plupart des gens essaient de fuir le pire scénario. Ils détournent le regard, changent de sujet, font semblant de ne pas y penser. Mais la peur ne disparaît pas quand tu l'ignores. Elle grandit. Les stoïciens faisaient l'inverse. Et le nom de cette pratique est Praemeditatio Malorum, la méditation sur les malheurs. Ils s'asseyaient, en silence, et imaginaient consciemment le pire. Non pas pour souffrir avant le moment, mais pour désamorcer la peur à sa source. Le pire scénario ne fait peur que tant qu'il vit dans l'obscurité. Quand tu le mets en lumière et que tu le regardes en face, il rétrécit. Pense à quelque chose que tu redoutes. Ça peut être perdre ton travail, être rejeté par quelqu'un, échouer dans un projet, être jugé, rester seul. Maintenant, regarde bien. Tu as peur, mais tu ne l'as jamais vraiment examinée. Tu ressens la peur, mais tu fuis avant même de la regarder, et c'est précisément cette fuite qui donne du pouvoir à la peur. Parce que tout ce que tu n'affrontes pas finit par te gouverner. Tu peux choisir comment regarder le pire scénario. Tu peux le regarder avec panique ou tu peux le regarder avec lucidité. Regarder avec lucidité signifie se poser des questions concrètes. Si ce que je redoute le plus arrivait, qu'est-ce que je ferais? À quoi ressemblerait ma vie le lendemain? Est-ce que je survivrais? Quand tu réponds à ces questions avec sincérité, tu découvres quelque chose de surprenant. Dans l'immense majorité des cas, la réponse est oui. Tu survivrais, ça ferait mal, oui. Ce serait difficile, oui. Mais tu traverserais ça, et cette prise de conscience change tout. Parce que la peur n'a plus ce pouvoir paralysant, quand tu sais que même dans le pire scénario, tu serais encore debout. Sénèque avait un exercice radical pour ça. Il recommandait à ses amis que, de temps en temps, ils vivent quelques jours comme s'ils avaient déjà tout perdu, qu'ils mangent une nourriture simple, dorment sur des lits inconfortables, portent des vêtements modestes, et qu'ensuite ils se demandent « Est-ce vraiment ça que je craignais autant ?» La réponse apportait presque toujours un soulagement, parce que la peur de la pauvreté était pire que la pauvreté simulée. La peur de la perte était pire que la perte imaginée. L'ombre était plus grande que l'objet qui la projetait. Tu n'as pas besoin de faire cet exercice de façon littérale aujourd'hui, mais tu peux le faire mentalement, et l'effet est proche. Prends la peur qui te paralyse le plus et décris en détail le pire scénario possible. Si la peur est de perdre ton travail, à quoi ressemblerait le jour du licenciement? Qu'est-ce que tu dirais? Qui appellerais-tu? Que ferais-tu la semaine suivante? Comment paierais-tu tes factures? Qu'est-ce que tu apprendrais sur toi-même dans ce processus? Si la peur est d'être rejeté, à quoi ressemblerait la conversation? Qu'est-ce que tu ressentirais?
Combien de temps te faudrait-il pour te reconstruire? Quelle partie de toi resterait intacte malgré tout? Quand tu examines les choses ainsi dans le détail, deux choses se produisent. Premièrement, le pire scénario cesse d'être un nuage informe et devient quelque chose de concret, avec un début, un milieu et une fin. Deuxièmement, tu découvres que tu as plus de ressources intérieures que tu ne l'imaginais pour y faire face. Et à ce moment-là, la peur perd son trône. Parce qu'elle te gouvernait à travers l'inconnu, et tu viens justement de le connaître. Il existe une phrase d'Épictète qui résume bien cela. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les événements. Le fait lui-même est rarement aussi dévastateur que son anticipation. La chute fait moins mal que la peur de tomber. Et plus encore, quand tu affrontes le pire scénario, tu découvres une chose contre-intuitive. Tu commences à avoir le courage de prendre plus de risques. Parce que celui qui s'est déjà préparé à perdre n'a plus autant peur d'essayer. La personne qui sait qu'elle survivrait à un licenciement demande cette augmentation. La personne qui a déjà envisagé la possibilité du rejet ose faire cette déclaration. La personne qui a accepté l'hypothèse de l'échec lance enfin son projet. Non pas parce qu'elles veulent le pire, mais parce qu'elles ont arrêté de vivre paralysées par lui. Pense à une peur précise qui te domine aujourd'hui et décris le pire scénario en détail. Prends une feuille et un stylo si nécessaire et réponds « Que se passerait-il? Comment je réagirais ?» Tu vas réaliser que, même dans le pire des cas, il reste encore un sol sous tes pieds. Il reste encore une version de toi capable de se reconstruire. Et cette prise de conscience est ce qui enlève à la peur le pouvoir de décider à ta place. Clé 5. La peur de se tromper te pousse à commettre la pire erreur, ne pas essayer. Il existe une erreur dont personne ne parle, une erreur silencieuse, qui n'apparaît pas sur un curriculum vitae, qui ne devient pas une histoire drôle racontée autour d'une table, qui ne laisse aucune cicatrice visible. Pourtant, c'est de très loin l'erreur la plus coûteuse qu'un être humain puisse commettre, l'erreur de ne pas avoir essayé. La plupart des gens vivent avec une telle peur de se tromper qu'ils ne réalisent même pas qu'ils se trompent déjà tous les jours. Ils se trompent par omission, ils se trompent en reportant, ils se trompent en restant immobiles dans un endroit qui n'est plus fait pour eux. On t'a appris depuis très tôt que se tromper est honteux, que se tromper prouve que tu n'es pas capable, que tu n'as pas assez travaillé, que tu ne mérites pas. Alors pour éviter cette honte, tu as développé une stratégie qui semble intelligente mais qui est destructrice. Tu as arrêté d'essayer. Parce que celui qui n'essaie pas ne se trompe pas. Et celui qui ne se trompe pas n'a pas besoin d'affronter la honte de l'erreur. Ça semble être un calcul parfait, sauf qu'il y a une faille invisible. Celui qui n'essaie pas ne vit pas non plus. Sénèque écrivait « C'est dans l'adversité que l'homme apprend à se connaître. » Et ce qu'il voulait dire est simple. Tu découvres qui tu es seulement quand tu te mets dans des situations qui pourraient être mal tournées. Quand tu prends des risques, quand tu t'exposes, quand tu tombes et que tu te relèves. Sans cela, tu vis une vie en marge, à regarder les autres vivre. Pense à une chose étrange qui arrive à ceux qui passent leur vie entière à éviter les erreurs. Ils ne deviennent pas plus solides, ils deviennent plus fragiles. Parce qu'ils n'ont jamais testé leur propre force, jamais découvert de quoi ils étaient capables, jamais construit cette confiance que seule l'expérience peut donner. Et puis, quand la vie impose enfin un défi inévitable, ils s'effondrent. Parce qu'ils n'ont pas de repères, pas de cicatrices, pas cette résistance qui ne se construit qu'à travers les tentatives. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se tient sur le chemin devient le chemin. » En d'autres termes, l'erreur n'est pas l'opposé du progrès. L'erreur est le progrès. C'est la matière première avec laquelle se construit tout ce qui vaut la peine. Pense à n'importe quelle compétence que tu possèdes aujourd'hui. Marcher, parler, lire, conduire, n'importe quelle chose que tu fais naturellement. Tu sais faire cela uniquement parce que tu t'es trompé des centaines de fois auparavant. Tu es tombé en apprenant à marcher. Tu as bafouillé en apprenant à parler. Tu as confondu des lettres en apprenant à lire. L'erreur a été le pont entre « je ne sais pas » et « je maîtrise ». Et à un moment, quelqu'un t'a convaincu que ce pont devait disparaître. Qu'un adulte ne se trompe pas, qu'un professionnel ne se trompe pas, qu'une personne de valeur ne se trompe pas, et tu y as cru, et tu as arrêté de traverser des ponts. Maintenant, regarde le prix de cela. Combien de conversations n'as-tu jamais eues
par peur de dire la mauvaise chose? Combien de projets n'as-tu jamais commencé par peur que ça ne fonctionne pas? Combien de déclarations as-tu gardées pour toi par peur de ne pas être aimé en retour? Combien de changements as-tu repoussés par peur de découvrir que tu t'étais trompé de chemin? Chacune de ces omissions est une erreur, sauf que c'est une erreur déguisée en prudence. Une erreur habillée en bon sens pour que tu ne réalises même pas qu'elle est en train de se produire. Et voici une vérité difficile à accepter. Celui qui te critique le plus quand tu te trompes est souvent quelqu'un qui a arrêté d'essayer depuis longtemps. Ce n'est pas l'athlète qui se moque d'un autre athlète tombé au sol, c'est le spectateur dans les tribunes. Celui qui est dans l'arène comprend le prix de chaque tentative. Celui qui regarde de loin juge. Et l'erreur possède une caractéristique que peu de gens voient. Elle est spécifique, datée, limitée dans le temps. Tu t'es trompé sur une chose, à un moment précis, et c'est terminé. Mais le fait de ne pas essayer est éternel. Cela continue tous les jours tant que tu continues à choisir de ne pas agir. Une erreur fait mal pendant quelques semaines. Une omission fait mal toute une vie. Regarde les regrets des gens. Presque personne ne dit « je n'aurais pas dû essayer ». La plupart du temps, ce qu'on entend, c'est « pourquoi je n'ai pas essayé ?» Et cette question, quand elle arrive trop tard, n'a plus de réponse possible. L'erreur que tu redoutes de commettre est bien plus petite que celle que tu commets déjà tous les jours, celle de ne pas être en train de vivre. Le temps continue d'avancer de toute façon, que tu prennes des risques ou non. Et entre les deux chemins, un seul laisse des histoires à raconter. L'autre laisse un silence que personne ne remplit. Une seconde avant la prochaine leçon, abonnez-vous ici sur Courage Stoïque. Cette chaîne est faite pour ceux qui veulent échanger l'anxiété contre la sérénité, la réaction contre le choix et le bruit contre le sens, tout cela grâce au stoïcisme. Clé 6. Vous ne contrôlez pas la fin, seulement le début. L'une des raisons les plus subtiles pour lesquelles la peur vous paralyse, et presque personne ne la remarque. Vous confondez deux choses qui doivent rester séparées, le courage de commencer et la garantie que tout va bien se passer. Vous voulez agir, mais seulement si vous êtes certain du résultat. Vous voulez prendre des risques, mais seulement si vous savez que ça va fonctionner. Vous voulez commencer, mais seulement si vous avez la garantie que cela se terminera bien. Et comme cette garantie n'arrive jamais, vous ne commencez jamais. Épictète, il y a presque 2000 ans, enseignait à ses élèves l'une des idées les plus transformatrices du stoïcisme. Certaines choses dépendent de nous, d'autres ne dépendent pas de nous. Cela paraît simple, mais quand vous le comprenez vraiment, tout change. Dépendent de vous vos choix, vos efforts, votre courage de commencer, la qualité de ce que vous apportez, l'attitude que vous adoptez. Ne dépendent pas de vous le résultat, l'opinion des autres, la reconnaissance, le succès, la manière dont le monde accueille ce que vous faites. Et c'est là le point qui libère. La peur vous paralyse parce que vous essayez de contrôler une partie qui n'a jamais été la vôtre. Vous voulez garantir le résultat avant d'agir. Vous voulez prévoir l'issue avant de commencer. Vous voulez maîtriser ce qui est hors de votre portée et tant que vous n'y arrivez pas, vous restez bloqué. Mais réfléchissez à une chose. Même les personnes les plus brillantes de l'histoire ne contrôlèrent pas les résultats. Elles contrôlaient leurs efforts. Même les athlètes les plus talentueux ne garantissent pas la victoire. Ils garantissent l'entraînement. Même les artistes les plus géniaux n'assurent pas les applaudissements. Ils assurent l'œuvre accomplie. La différence entre celui qui agit et celui qui reste bloqué se trouve exactement là. Celui qui agit sépare ce qu'il peut contrôler de ce qu'il ne peut pas contrôler et investit son énergie uniquement dans la partie qui lui appartient. Celui qui reste bloqué dépense toute son énergie à essayer de contrôler le résultat et il ne lui reste plus rien pour l'action qui compte vraiment. Sénèque a écrit « Ce n'est pas parce que nous sommes heureux que nous chantons, c'est parce que nous chantons que nous sommes heureux. L'ordre des choses compte. Vous n'agissez pas après avoir obtenu la certitude du résultat, vous agissez, et vous découvrez le résultat après. Le courage vient avant, la clarté vient après. Quand vous acceptez que le résultat n'est pas entre vos mains, vous arrêtez de porter un poids qui n'a jamais été le vôtre. Vous vous préparez, vous vous engagez pleinement, vous faites de votre mieux, puis vous lâchez prise. Le reste appartient à la vie. Pensez au temps que vous avez déjà passé à essayer d'anticiper les résultats. Combien de nuits perdues à imaginer comment telle chose allait finir? Combien de décisions repoussées parce que vous vouliez être certain avant d'agir?
et réalisez qu'au bout du compte, même lorsque vous vous prépariez au maximum, le résultat arrivait comme il devait arriver, indépendamment de votre tentative de contrôle. Marc Aurèle disait « Fais ce que tu dois faire, et ce qui doit arriver, arrivera ». Cette phrase est plus radicale qu'elle n'en a l'air. Elle vous dispense d'une responsabilité que vous avez prise à tort, celle de garantir l'avenir, et elle vous rend la responsabilité qui est réellement la vôtre, celle d'agir avec intégrité aujourd'hui. Pensez à un entretien d'embauche. Vous pouvez contrôler votre préparation, votre manière de vous présenter, la clarté de vos réponses, votre posture, votre honnêteté. Vous ne pouvez pas contrôler si l'entreprise va vous choisir, qui d'autre a été reçu en entretien, l'humeur du recruteur, le budget du poste. Quand vous vous concentrez sur ce qui vous appartient, vous réussissez mieux votre entretien. Quand vous vous concentrez sur le résultat, vous vous bloquez avant même d'entrer dans la pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que, paradoxalement, quand vous lâchez le résultat est souvent meilleur. Parce que la tentative de tout contrôler crée de l'anxiété, et l'anxiété compromet l'action. Alors qu'un engagement serein crée de la présence, et la présence crée de la qualité. Les stoïciens appelaient cela « agir avec réserve ». Vous vous engagez pleinement dans l'action, mais vous gardez une réserve intérieure par rapport à l'issue. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, et si la vie répond autrement, je l'accepterai. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est ce qui sépare l'anxieux du serein, celui qui est paralysé de celui qui est productif. Et cette attitude transforme votre relation avec la peur, parce que la plus grande partie de ce que vous craignez se trouve dans la zone de l'incontrôlable. Vous craignez le rejet, mais le rejet ne dépend pas de vous. Vous craignez l'échec, mais l'échec est, par définition, un résultat. Vous craignez le jugement, mais le jugement appartient aux autres. Quand vous rendez ces choses au monde extérieur, il ne reste plus que ce qui vous appartient. Et ce qui vous appartient, vous pouvez le faire. La pratique d'aujourd'hui est chirurgicale. Prenez ce que vous êtes en train de repousser et séparez-le mentalement en 2 colonnes. Dans une colonne, écrivez ce qui dépend de vous dans ce processus. Dans l'autre, écrivez ce qui ne dépend pas de vous. Regardez la première colonne et agissez. Regardez la deuxième colonne et lâchez prise. Vous allez réaliser que la partie qui dépend de vous est toujours plus petite que ce que vous imaginiez, et plus accessible aussi. C'était la somme des 2 qui paraissait écrasante. Quand vous les séparez, vous découvrez que votre part est réalisable. Et à ce moment-là, la peur perd l'une de ses armes les plus utilisées, la confusion entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Parce que tant que tout semble mélangé, tout semble impossible. Quand les choses se séparent, il devient clair ce qui tient entre vos mains et ce qui appartient au monde. Clé 7. Dans l'obscurité, la peur grandit. Dans la clarté, elle se rend. Pense à une scène que tout le monde connaît. Tu es dans une pièce sombre, la nuit, et tu entends un bruit. Immédiatement, ton esprit crée des scénarios. Quelqu'un est entré, quelque chose est tombé, le cœur s'accélère. Et puis tu allumes la lumière, et tu découvres que c'était le vent contre la fenêtre. Le bruit continue d'exister, mais la peur a disparu. Pourquoi? Parce que l'inconnu est devenu connu. Avec les peurs de ta vie, c'est exactement pareil. Tant qu'elles restent dans l'obscurité de ton esprit, elles paraissent gigantesques. Quand tu allumes la lumière de la clarté, elles rétrécissent. Pense au nombre de fois où tu as eu peur de quelque chose. Cette sensation d'oppression dans la poitrine quand tu dois faire quelque chose d'important. Tu dis que c'est du stress, mais si tu examines cela avec calme, tu découvres que c'est la peur précise de paraître incompétent. Cette anxiété invente une conversation. Tu dis que c'est juste de l'inquiétude, mais si tu regardes de plus près, tu découvres que c'est la peur d'être rejeté. Cette lourdeur le dimanche soir, tu dis que c'est de la fatigue, mais si tu es honnête, tu découvres que c'est la peur de passer une semaine entière à faire quelque chose qui ne te nourrit pas intérieurement. La peur diffuse est puissante parce qu'on ne peut pas la combattre. Personne ne lutte contre de la fumée, mais une peur nommée, une peur définie, devient vulnérable. Parce qu'à partir du moment où tu sais exactement ce qui te fait peur, tu peux faire quelque chose par rapport à cela. Marc Aurèle avait un exercice pour cela. Il recommandait d'observer chaque impression qui arrivait dans l'esprit et de demander « Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est sa nature? De quoi est-ce fait ?» Pas pour philosopher, mais pour désamorcer.
Parce que tout ce qu'on examine perd son mystère, et la peur vit du mystère. Pense à quelque chose d'intéressant. Les personnes qui souffrent le plus d'anxiété sont presque toujours celles qui évitent le plus de la regarder en face. Elles se distraient, elles s'occupent, et plus elles fuient, plus l'anxiété grandit. Parce qu'elle est laissée dans l'obscurité, sans nom, sans forme, libre de grandir. En revanche, les personnes qui apprennent à s'arrêter et à regarder découvrent quelque chose de paradoxal. La peur, quand on l'observe en face, avec de la curiosité au lieu de la panique, commence à se dissoudre. Non pas parce qu'elle disparaît comme par magie, mais parce qu'elle révèle de quoi elle est faite. Et presque toujours, elle est faite de choses que tu es capable d'affronter. Sénèque disait à ses élèves « Examine attentivement tes peurs. Presque toutes viennent de l'imagination, pas de la réalité. » Et cet examen, ici, n'est pas un luxe intellectuel, c'est une question de survie émotionnelle. Il existe une différence immense entre dire « j'ai peur de l'avenir » et dire « j'ai peur que, dans 3 mois, je ne puisse plus payer mon loyer si cette source de revenus ne se stabilise pas. » La première phrase te paralyse. La seconde contient déjà, en elle-même, plusieurs directions d'action possibles. Il existe une différence immense entre dire « j'ai peur de cette relation » et dire « j'ai peur de tomber amoureux » et de découvrir qu'elle n'est pas disponible comme j'en ai besoin. La première phrase te pousse à fuir. La seconde te donne déjà la clarté nécessaire pour avoir une conversation. Il existe une différence immense entre dire « j'ai peur de changer de carrière » et dire « j'ai peur de démissionner et de découvrir, dans 6 mois, que j'ai pris une décision impulsive. » La première phrase te bloque. La seconde te montre un plan. La clarté n'élimine pas la peur, mais elle lui retire le pouvoir de décider à ta place. Parce qu'une peur qui a un nom devient un problème, et un problème a une solution. Une peur sans nom devient un destin, et un destin on finit seulement par l'accepter. Beaucoup de gens évitent de nommer leur peur, de peur de la rendre plus réelle. Mais c'est l'inverse. Quand tu ne la nommes pas, elle peut être tout. Quand tu la nommes, elle devient une seule chose, et tout ce qui a un nom a une limite. Alors la prochaine fois que tu ressentiras cette oppression sans explication, arrête-toi, allume la lumière. Demande-toi, de quoi exactement ai-je peur? Parce que tant que tes peurs resteront dans l'obscurité, elles continueront à paraître gigantesques. Mais au moment où tu les éclaires, tu découvres ce qui a toujours été vrai. La peur est plus petite qu'elle n'en a l'air. Et toi, tu es plus grand que tu ne le pensais. Clé 8. Arrête de fuir l'inconfort, c'est lui le chemin. Tout ce qui compte dans la vie se trouve de l'autre côté de l'inconfort. La conversation difficile qui changerait ta relation se trouve de l'autre côté. Le projet qui changerait votre trajectoire se trouve de l'autre côté. La décision qui changerait votre direction se trouve de l'autre côté. Et tant que vous fuirez l'inconfort, vous serez en train de fuir en même temps tout ce qui pourrait vous transformer. Marc Aurèle a écrit l'une des phrases les plus profondes du stoïcisme. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Réfléchissez à cela un instant. Ce qui semble vous empêcher d'avancer est précisément ce qui va vous faire avancer. L'inconfort n'est pas le détour, c'est la direction. Et la plupart des gens font exactement l'inverse. Ils ressentent le premier signe d'inconfort et fuient. Ils ressentent la première tension et abandonnent. Ils ressentent le premier poids sur leurs épaules et cherchent une distraction. Et alors les années passent dans une paralysie déguisée en équilibre, dans un confort qui n'est qu'une anesthésie, dans un endroit tiède où rien ne fait mal, mais où rien ne vit non plus. Sénèque disait « Il n'existe aucune habitude que la répétition ne puisse transformer en routine. » Et la pire des mauvaises habitudes, c'est celle de toujours fuir. Parce que chaque fuite apprend à votre cerveau que vous ne supportez pas, que vous avez besoin d'un soulagement immédiat, que l'inconfort est un ennemi. Et alors, avec le temps, la moindre petite pression finit par vous paralyser. Les personnes qui souffrent le plus à l'âge adulte sont souvent celles qui ont eu le moins de contact avec l'inconfort tout au long de leur vie. Non pas parce que l'inconfort est une vertu en lui-même, mais parce que son absence crée une fragilité que la vie réelle ne pardonne pas. Aujourd'hui, la plupart des gens accumulent des couches et des couches de confort, et quand l'une d'elles est égratignée, tout s'effondre. Non pas parce que l'événement était immense, mais parce que la structure intérieure est devenue fragile à force de ne jamais être entraînée. Le muscle qui n'est jamais sollicité s'atrophie. Non pas parce qu'il est faible, mais parce que sa fonction est de répondre à l'effort.
Sans effort, il disparaît peu à peu. L'esprit humain fonctionne exactement de la même manière, sans inconfort. Il perd sa capacité à supporter la pression. Et alors, la moindre pression devient une panique. L'inconfort n'est pas une punition, c'est une salle d'entraînement. Chaque fois que vous supportez s'enfuir, vous renforcez quelque chose à l'intérieur de vous qu'aucun discours motivant ne peut construire. Et il y a ici un point important. Il existe une différence entre l'inconfort et la souffrance. L'inconfort est constructif. Il vous pousse vers l'avant, il vous enseigne, il vous renforce. La souffrance est destructrice. Elle vous bloque, elle vous consume, elle vous laisse dans un état pire que celui du départ. Le stoïcisme n'a jamais enseigné la recherche de la souffrance. Il a enseigné le courage de ne pas fuir l'inconfort nécessaire. La différence entre les deux est simple. L'inconfort, c'est la tension d'une conversation difficile que vous devez avoir. La souffrance, c'est rester des années dans cette relation sans jamais avoir cette conversation. L'inconfort, c'est la gêne de demander une augmentation. La souffrance, c'est continuer à être mal payé pendant des décennies parce que vous n'avez jamais demandé. L'inconfort, c'est le courage de changer. La souffrance, c'est la paralysie de ne jamais changer. L'ironie, c'est qu'en fuyant l'inconfort, vous finissez par tomber dans la souffrance. Parce que l'inconfort repoussé s'accumule. Et un jour, la vie vous demande d'un seul coup tout ce que vous n'avez pas affronté petit à petit. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez. Mais cette capacité ne se révèle que lorsque vous vous autorisez l'inconfort d'essayer. Et réfléchissez à une chose libératrice. L'inconfort est presque toujours temporaire. La conversation difficile dure 15 minutes. La demande gênante dure un instant. Le premier jour d'une nouvelle routine dure un jour. Mais les conséquences de ne pas affronter les choses durent des années. Et alors, le calcul est simple. De petites doses d'inconfort maintenant ou de grandes doses de regret plus tard. La plupart des gens vivent dans le regret parce qu'ils ont choisi d'éviter l'inconfort. Et ce qui est curieux, c'est qu'au final, ils réalisent que l'inconfort évité aurait été bien plus petit que le regret qu'ils portent aujourd'hui. Pensez aussi à quelque chose de concret. Vous savez qu'après une course difficile, arrive une sensation de bien-être unique. Après une conversation sincère, arrive un profond soulagement. Après une décision courageuse, arrive une paix que le confort ne donne jamais. L'inconfort offre de l'autre côté une qualité d'existence que la fuite ne pourra jamais vous donner. Et voici le secret qui change tout. Quand vous arrêtez de fuir l'inconfort, vous commencez à vous respecter. Parce que chaque fois que vous restez debout dans une situation difficile, au lieu de fuir, vous envoyez un message clair à vous-même. Je tiens bon. Je suis capable. Je ne m'abandonne pas à la première pression. Et ce message répété encore et encore construit quelque chose qu'aucun raccourci ne peut construire, une véritable confiance en soi. Et peu à peu, vous réapprenez quelque chose qui avait été oublié, que vous êtes plus résistant que vous ne l'imaginez, plus capable que vous ne le pensez, plus solide que vous ne le ressentez. Mais cela ne se découvre qu'en traversant, jamais en contournant. Parce que tant que vous fuirez l'inconfort, vous serez aussi en train de fuir la meilleure version de vous-même, et elle se trouve, sans aucune exception, de l'autre côté de ce qu'aujourd'hui vous ne voulez pas ressentir. Clé 9. N'attendez pas de vous sentir prêt, agissez. Il existe l'un des mensonges les plus dangereux que la peur raconte, et il est tellement subtil qu'il ressemble à de la sagesse. Le mensonge selon lequel vous devez être prêt avant d'agir. Vous entendez cette voix tous les jours. Quand je serai mieux préparé, je commencerai. Quand j'aurai plus d'expérience, j'essaierai. Quand je me sentirai plus confiant, je parlerai. Quand le bon moment arrivera, je changerai. Et alors vous attendez. Vous attendez d'être prêt, comme si cela était juste là, à portée de main, mais ça n'arrive jamais, parce que ça n'existe pas. Être prêt est une illusion créée par la peur pour vous garder immobile. Pensez à une chose simple. Est-ce que vous vous sentez prêt, maintenant, à être qui vous êtes? Probablement pas, et pourtant vous l'êtes. Vous vous sentiez prêt à grandir? Non, et pourtant vous avez grandi. Vous vous sentiez prêt pour chacune des étapes de votre vie que vous avez déjà traversées. Presque jamais. Vous y êtes simplement entré, et vous avez découvert en chemin que vous en étiez capable. La vie ne vous a jamais prévenu avant que vous soyez prêt. Elle vous a poussé et vous avez appris là-bas au milieu du chemin. Et malgré cela, quand vous regardez la prochaine étape,
vous attendez un signal intérieur qui n'est jamais venu avant. Pourquoi viendrait-il maintenant? Sénèque a écrit « Pendant que nous attendons de vivre, la vie passe ». Vous attendez de vivre, vous attendez une sensation intérieure qui vous donne le signal, vous attendez une certitude qui vous donne la permission, et pendant ce temps, la vie passe à côté de vous sans vous. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire entier, a écrit « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-en un ». En d'autres termes, arrêtez de planifier la vie idéale et commencez à vivre la vie possible. Arrêtez de vouloir être prêt et commencez, même sans préparation. Vous n'agissez pas après vous être senti confiant, vous agissez et la confiance apparaît comme une conséquence. La personne qui attend de se sentir prête pour commencer ne commence jamais. Pensez à n'importe quelle chose que vous maîtrisez aujourd'hui. Vous ne la maîtrisiez pas avant de commencer à la faire. Vous avez commencé maladroitement. Vous vous êtes trompé, vous avez recommencé, trébuché, progressé. Et à un moment dans ce processus, sans avertissement, vous avez réalisé que vous le faisiez déjà naturellement. La confiance est arrivée en silence, après beaucoup d'actions, jamais avant la première. Et la peur vous vend exactement l'inverse. Elle vous dit que vous devez vous sentir capable avant d'agir. Mais c'est un piège, parce que vous ne vous sentirez capable qu'en faisant. Et pendant que vous attendez le sentiment, vous empêchez l'expérience qui produirait ce sentiment. Épictète disait « D'abord, dis-toi ce que tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. » Regardez l'ordre des choses, d'abord la décision, ensuite l'action. À aucun moment il n'a parlé d'attendre de se sentir à la hauteur, parce que se sentir à la hauteur n'a jamais été le point de départ, cela a toujours été le point d'arrivée. Regardez n'importe quelle personne que vous admirez, n'importe laquelle qui a construit quelque chose. Vous pensez vraiment qu'elle a commencé en se sentant prête? Qu'elle avait une clarté totale, une certitude absolue, une confiance complète? Non. Elle a commencé en doutant d'elle-même, avec plus de doute que de courage, plus de peur que d'assurance. La différence, c'est qu'elle a commencé, et c'est en commençant qu'elle est devenue la personne que vous admirez aujourd'hui. Leur version prête n'est apparue qu'après beaucoup de chemin parcouru, et quand elles ont commencé, elles étaient aussi peu préparées que vous vous sentez maintenant. Les personnes qui attendent le plus d'être prêtes sont celles qui deviennent le moins. Non pas parce qu'elles sont moins capables, mais parce qu'elles créent un critère tellement élevé pour commencer qu'elles ne l'atteignent jamais. Quand j'aurai plus étudié, quand j'aurai plus de temps, et quand j'aurai plus d'argent, quand je serai dans un meilleur moment de ma vie. Et ce « quand » n'arrive pas, parce qu'il a été conçu pour ne jamais arriver. C'est une excuse élégante pour continuer à rester immobile. Sénèque a écrit une phrase qui mérite d'être lue lentement. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Regardez ce renversement. La plupart des gens pensent « je n'ose pas parce que c'est difficile ». Mais Sénèque a inversé la logique. C'est difficile parce que vous n'osez pas. Ce qui paraît compliqué de loin ne paraît compliqué que parce que vous ne vous en êtes jamais approché assez pour essayer. Et quand vous essayez enfin, vous découvrez que c'était beaucoup plus possible que vous ne le pensiez. La difficulté était la distance créée par le manque d'action. Quand vous vous rapprochez, elle rétrécit. La peur du manque de préparation est en général infondée. Vous savez toujours plus que vous ne le pensez. Vous avez toujours plus de ressources que vous ne l'imaginez. Vous êtes toujours plus capable que vous ne le reconnaissez. Mais vous ne découvrez cela qu'en utilisant ce que vous avez. Et pendant que vous attendez de vous sentir prêt, ces ressources restent enfermées, sans être activées, sans être testées, sans être confirmées. Marc Aurèle disait « Tout ce qui peut être fait aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Pas demain quand vous vous sentirez plus capable. Pas la semaine prochaine quand le moral sera meilleur. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est le seul territoire réel qui existe. Demain est une promesse qui ne se réalise pas toujours. Le fait de commencer sans être prêt est, en lui-même, une forme de respect envers vous-même. Parce que cela signifie que vous faites davantage confiance à votre capacité d'apprendre en chemin qu'à votre besoin de garantie avant le chemin. Cela signifie que vous vous faites assez confiance pour ne pas exiger de certitude avant de commencer. La personne qui n'agit que lorsqu'elle se sent prête, au fond, ne se fait pas confiance. Elle ne fait confiance qu'aux garanties, et comme les garanties n'existent pas, elle ne fait jamais confiance et n'agit jamais. En revanche, la personne qui agit sans se sentir prête
construit une vraie confiance. Elle se dit à elle-même « Je ne sais pas comment cela va se passer, mais j'ai confiance dans le fait que je vais trouver. » Et cette confiance, basée sur l'expérience d'avoir commencé plusieurs fois sans être prêt, est la seule qui dure. Chaque fois que vous agissez sans vous sentir prêt, vous brisez le sort que la peur exerce sur vous. Parce que la peur ne fonctionne que tant que vous la croyez. Au moment où vous agissez contre ce qu'elle vous dit, elle perd son autorité. Le courage est cumulatif. Chaque acte courageux construit le suivant. Et le premier acte courageux est toujours le plus difficile, parce qu'il arrive sans aucune preuve intérieure que vous êtes capable. Mais c'est justement ce premier acte qui produit toutes les preuves qui viendront ensuite. Pensez à une chose que vous attendez d'être prêt à faire. Vous en avez probablement déjà une en tête, celle que vous revisitez depuis des mois, peut-être des années. Et faites aujourd'hui le pas que vous feriez si vous étiez déjà prêt. Pas le dernier pas, le premier. Ce premier geste qui rapproche la chose de la réalité. Cela peut être un email envoyé, une inscription faite, une page ouverte, un mot prononcé. Cela n'a pas besoin d'être parfait, cela doit être fait. Et alors vous allez ressentir quelque chose à quoi vous ne vous attendiez peut-être pas. Du soulagement. Parce que le poids du report est plus lourd que l'inconfort de l'action. Et quand vous vous permettez de commencer sans être prêt, vous découvrez que ce n'était pas l'action qui vous épuisait, mais le fait de repousser sans cesse. Le secret des personnes qui vivent de grandes vies n'a jamais été d'être prêtes. Cela a toujours été le courage de commencer petite, peu préparée, tremblante. Et de découvrir en chemin que le fait d'être prêt a toujours été une conséquence de l'action, jamais une condition préalable. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela dit déjà beaucoup de choses sur vous. Cela dit que, même avec la peur, vous voulez changer. Cela dit que, même bloqué, vous cherchez un chemin. Cela dit qu'il existe, en vous, une vraie volonté de ne plus vivre prisonnier de ce qui vous paralyse, et cette volonté, à elle seule, est déjà le premier pas. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui tient dans une seule idée. La peur ne partira pas, et elle ne partira jamais. La question n'a jamais été de l'éliminer. La question a toujours été « qui commande qui ?» Parce que la peur continuera d'apparaître. Elle apparaîtra avant la décision importante, avant la conversation difficile, avant le nouveau pas, avant le changement qui change tout. Elle fait partie du fait d'être humain, et vous ne pouvez pas effacer cela. Mais vous pouvez décider ce que vous faites avec elle, et c'est dans cette décision que votre vie se construit. Pas dans les grands moments, dans les petits choix, répétés, tous les jours. Agissez avec peur, et la peur rétrécit. Attendez que la peur passe pour agir, et la peur grandit. C'est cette équation simple qui définit le type de vie que vous aurez. Que cette vidéo soit, pour vous, le point où la balance a basculé. Écrivez dans les commentaires « La peur ne décide plus à ma place ». Et plus encore que l'écrire, vivez comme quelqu'un qui a réellement décidé cela. Parce que chaque mot prononcé avec conviction est une promesse faite à soi-même, et chaque promesse tenue construit la version de vous que vous voulez devenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'arrêter de vivre avec la peur. Parce qu'il y a beaucoup de belles personnes qui repoussent leur vie, en attendant un courage qui ne vient qu'en agissant, et peut-être que cette personne est près de vous en ce moment. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci d'avoir donné, en vous permettant de regarder cette vidéo jusqu'au bout, un signal clair à vous-même, que vous êtes prêt à arrêter d'être dirigé par la peur et à commencer à diriger votre propre vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, le courage ne soit plus une absence que vous attendez, mais une présence que vous construisez. Un pas, une décision, une vérité dite, une action faite, tous les jours. Parce que vivre avec peur est facile, il suffit de ne rien faire. Mais vivre vraiment, vivre pleinement, vivre comme quelqu'un qui honore le temps qu'il possède, exige du courage. Et ce courage, maintenant, est entre vos mains. Utilisez-le.